Maintenant, nous allons passer aux commentaires. Donc, j'inviterai nos trois panélistes à se présenter à la table. Si on peut apporter... Non, c'est pas. On peut apporter une chaise, là. Un chevalier servant pourrait peut-être déplacer une chaise. C'est correct, je m'en occupe. Donc, je vais procéder par ordre alphabétique pour appeler les commentateurs à faire leurs interventions. Donc, d'abord, Denis Delage. Et je m'excuse auprès de toi, Denis, parce que c'est toi qui étais membre de la commission du saut Erasmus. Oui. C'est ça. Mais j'avais confondu avec dans mes notes avec Randall. Donc, c'est l'âge qui fait son effet. Alors, donc, le premier à intervenir sera Denis Delage, ensuite Josiane Grenier et le feu d'artifice, Martine. André, cher ancien voisin. Moi, j'ai trouvé à tous égards ton exposé remarquable, y compris les propositions que tu fais dans le contexte actuel. Ce qui est difficile, il y aura toutes sortes de résistances. On peut penser, par exemple, aux Mohawks qui vont s'opposer systématiquement, qui considèrent que Montréal est un territoire Mohawk, alors qu'il est plutôt algonquin. Mais ça fait partie des choses, ça fait partie des éléments à débattre. Mais il me semble que tu fais le tour au plan légal des questions autochtones, puis des possibilités de règlement dans le contexte, évidemment avec l'hypothèse souhaitable que le Québec devienne indépendant et se sépare du Canada. Quant à moi, je n'ai pas le moindre critique à faire. C'est facile. Et évidemment, c'est facile, mais je trouvais ton exposé à tous égards admirable. Ben, merci, c'est succinct. Denis, si tu me permets d'intervenir, j'avais pas compris, quand j'ai reçu l'invitation, qu'il s'agissait d'un commentaire, qu'il s'agissait de commenter la communication d'André. J'ai par ailleurs préparé quelque chose sur notre histoire. Est-ce que j'interviens? Est-ce que, effectivement, la question du sens est centrale? Bon, écoute, tu as été très succinct. Je te donne 5 minutes. L'histoire de l'Amérique, c'est aussi une histoire des épidémies. L'Europe, l'Afrique, l'Inde, la Chine étaient tous des éleveurs. Et il y avait un bassin d'épidémies qui existait sur ces 4 continents. Mais quand les Européens introduisent leur univers de l'élevage en Amérique, ils introduisent des maladies nouvelles. Je vous les donne rapidement. Le choléra, les fièvres typhoïdes, les grippes, la blénorragie, la scalartine, la rubéole, la diphtérie, la coqueluche, la syphilis. Il y avait 2 formes de syphilis. Une variante, il y avait un variant européen, un variant nord-américain. Et évidemment, les variants font leur travail sur l'autre continent. Je reviens aussi aux terribles épidémies qui ont fait en sorte que les Autochtones se retrouvent minoritaires dans leur propre pays. Alors, le journal de Charlevoix en 1721, Charlevoix part de Québec et en canot, avec il me semble, deux autres canots, et ils sont 3 canots, il descend à la Nouvelle-Orléans. Et il fait le récit d'un pays dépeuplé, de terres qui ne sont pas vierges, mais de terres qui sont veuves. C'est caractéristique des provinces maritimes où les populations, où
les Jésuites rapportent qu'il y avait infiniment plus de population précédemment, et on sait que dans les maritimes, il y a des Basques qui font du commerce avec les Autochtones. Avec les Autochtones des rives. C'est la même chose en Nouvelle-Angleterre. Rapidement, le modèle colonial français est, oui, un modèle impérial et un modèle de conquête. Cependant, évidemment, il ne s'agit pas de la nature ethnique, il ne s'agit pas du génie colonial, mais dans l'Ancien Régime, avec l'Ancien Régime, on n'exproprie pas les paysans de France et on ne tolère pas les protestants. Donc, on favorise l'émigration vers les colonies, vers les colonies britanniques. Et dans la colonie ici, il y a un surplus d'hommes. Le rapport, c'est 5 hommes pour une femme, 3 hommes pour une femme, et à la fin... à la fin de l'arrivée des filles du roi, il y a encore 2 hommes pour une femme. Il y a donc plusieurs hommes qui vont partir vers les pays d'en haut et s'établir, trouver femme et s'établir dans les pays d'en haut, particulièrement à Sault-Sainte-Marie. Les relations des Jésuites en traitent à tous égards du dépeuplement et même si la volonté française vise la création d'une colonie, néanmoins les colons qui sont ici, ils sont pas ici pour principalement l'agriculture, ils sont ici pour la traite des pelleteries. Ils ont besoin des Autochtones. Et on a besoin des Autochtones pour obtenir des pelleteries. Puis on a aussi besoin des Autochtones pour les guerres contre les Britanniques, parce que les Britanniques s'installent massivement sur les côtes de l'Atlantique. Ils vont s'allier stratégiquement aux Iroquois, mais ils ont pour ennemi l'ensemble des nations qui occupent le territoire, qui sont largement décimées, mais en même temps auxquels ils font la guerre. Cependant, dans ce contexte-là, les relations, je suis en train de dire que nous avons collectivement un héritage qui vient, entre autres, des relations des Jésuites. Et les relations des Jésuites ont eu une énorme influence en Europe. Et on y traite d'égalité, de fraternité, de droit au bonheur. Les filles mères de la colonie confient leurs enfants aux Hurons parce qu'ils ont la réputation d'être plus doux avec les enfants. Le modèle britannique est un modèle de conquête, de refoulement. Cependant, les Britanniques vont conclure avec les nations du Québec des traités. Et ils leur accordent toujours la liberté religieuse, la possession de leur terre de village. Mais il n'y a jamais de document dans ces traités qui leur assure la possession de leur territoire de chasse. Pour ce qui est des politiques canadiennes, ben vous êtes au courant. Mais je reviens à André avec la définition des Autochtones actuels qui reposent sur le sang. Max Gaullouis n'a pas de petits-enfants qui sont Hurons, parce que lui-même a marié une Canadienne-Française de Verdun. Et ses enfants ont marié des femmes autour, mais qui ne sont pas autochtones. Il faut certainement rompre avec cette règle.
D'autant que à Equanegit, où je suis allé quelquefois, à Equanegit, chez les Inuits, il y avait plusieurs personnes originaires d'Afrique du Nord qui disaient « Ici, c'est chez nous ». On aurait dit, vu de loin, non, non, mais il fait très froid, puis ils sont avec des Autochtones. Non, 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 ici, il y a un sentiment de communauté. Et donc, il me semble qu'il faut, à tous égards, rompre avec la question du sang, puis laisser les Autochtones se marier avec qui ils voudront, indépendamment du sang. Merci. Voilà. Bon. Madame Grenier, On a des choses à dire. ça vous donne peut-être un peu plus de temps. Oui, c'est ça. Tant mieux. Ben, moi aussi, j'ai adoré et le texte et la présentation ce soir, André. J'aurais pu passer des heures à poser des questions d'approfondissement, mais bon, il fallait me limiter. Fait que j'ai organisé ma pensée autour de mes 3 passages préférés de ton texte. Mon premier bout préféré arrive très tôt dans le texte, c'est au tout début quand tu rappelles qu'on n'a pas besoin, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'approbation du Canada ou du consentement de la Cour suprême pour pouvoir se faire un pays qui sera reconnu des autres États. C'est un rappel important à faire parce que c'est un argument qui est souvent utilisé par les adversaires là, pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça dit, je pense qu'il faut aussi se rappeler que de ne pas sous-estimer à quel point l'adhésion des premiers peuples à l'indépendance, elle, est cruciale. Elle est cruciale, premièrement, pour la légitimité du projet. Il n'y a effectivement rien de nécessairement contraignant dans le droit international en ce sens-là, mais on y retrouve quand même une importance particulière accordée aux droits des peuples autochtones, notamment par le biais de la déclaration de l'ONU, qui souligne la nécessité d'obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des nations avant de prendre des décisions qui affectent les territoires et leurs droits. C'est quand même quelque chose qui s'applique directement dans notre cas. L'absence de consentement des premiers peuples pourrait vraiment compromettre la reconnaissance internationale du Québec indépendant. On rappelle qu'en 1995, il y a certaines nations qui ont exprimé leur opposition très vivement, qui ont fait une commission, un rapport, qui ont organisé des référendums avec un taux de participation de 75% et un vote pour le non à 96%. Puis sont allés faire des interventions à l'international pour demander à la communauté internationale de les prendre en considération plus que nous on le faisait et de ne pas nous laisser et de s'opposer aux ambitions de notre mouvement. Fait que ça serait le fun à éviter cette fois-ci. L'adhésion des premiers peuples est aussi cruciale pour la stabilité du nouvel État. On parle dans le texte que le Canada va être instable et même peut-être implosé mais suite à l'indépendance. Mais au Québec aussi, on va vivre des moments d'instabilité. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable par rapport à ça. L'absence d'adhésion des premiers peuples par rapport à ça mènerait certainement à une complexité accrue dans les négociations face aux revendications territoriales. Celles qui existent déjà, mais il y en aurait sans doute des nouvelles qui incluraient peut-être même des tentatives de sécession. Le fait que le droit international ne le permette pas nécessairement empêcherait pas, je pense, des démarches en ce sens-là auxquelles il faudrait faire face. Ça pourrait exacerber aussi les tensions entre les communautés autochtones et non autochtones. Puis on pourrait aussi se retrouver, grâce à divers moyens dont les Autochtones se sont déjà servis à travers les années, à des restrictions de l'accès aux ressources qui sont sur le territoire. Ça pourrait avoir des impacts négatifs sur l'économie du Québec indépendant, notamment en dissuadant les investissements étrangers. Tout ça vient donc ajouter des complications dont on n'a vraiment pas besoin pour la gouvernance du nouvel État. C'est des enjeux potentiels qui sont très prévisibles et qu'on peut tout à fait prévenir. On se doit de le faire, je pense, parce qu'au-delà des conséquences réelles qui pourraient arriver, juste leur potentiel représente encore une fois autant d'arguments pour les adversaires pour faire peur aux gens. Donc, les stratégies de peur leur ont très bien servi jusqu'à maintenant. Il faut pouvoir se montrer rassurant sur tous les aspects qu'on peut pouvoir aller chercher les appuis nécessaires et favoriser une transition harmonieuse vers l'indépendance. Mon deuxième bout préféré, c'est l'ensemble des recommandations que tu fais à la fin. Tu n'as pas eu le temps beaucoup d'en parler. Je m'en occupe. J'aime vraiment ça qu'on parle d'opérationnalisation. Souvent, dans les rares textes sur la question autochtone dans le Québec indépendant, on est souvent dans les bonnes intentions, mais c'est super concret ce que tu apportes, c'est vraiment intéressant. Je suis d'accord avec pas mal la totalité des propositions. Puis en même temps, c'est une section qui est très courte dans le texte. Fait que je pense que ça vaut la peine d'approfondir aussi. Je
Je pense par exemple que c'est une bonne idée de s'engager au début à maintenir une relation fiduciaire. Il faut s'engager à remplir les obligations qui sont présentement remplies par le Canada. Je pense que ça va être nécessaire pour aller chercher l'adhésion au projet à la base. Par exemple, avant de carrément l'inclure dans la Constitution, je pense qu'il faudrait la redéfinir et se distinguer du format qu'elle prend, qui existe en ce moment. Par exemple, les communautés autochtones en ce moment sont entièrement dépendantes économiquement des fonds gouvernementaux. L'organisation du financement n'est pas du tout adaptée à leurs ambitions. C'est le gouvernement qui définit les objectifs des programmes avec lesquels elle finance les communautés. Les communautés peuvent gérer le programme, mais dans les limites d'un cadre qui est imposé par le Canada, puis dans lequel il faut qu'elles se contorsionnent pour pouvoir y adhérer. L'argent et les ententes qui découlent de ces programmes-là sont très limités dans le temps, fait que c'est difficile pour les communautés d'avoir une vision à long terme et de l'appliquer. Il faut toujours investir des nouvelles ressources pour remplir des demandes, pour repartir en négociation, etc. Il y a aussi chaque année des centaines de rapports de reddition de comptes qui doivent être remplis dans chacune des communautés. La loi sur les Indiens stipule que le ministère des Affaires autochtones du Nord du Canada doit approuver les dépenses et s'assurer qu'elles soient faites dans les intérêts de la communauté, comme si c'était les fonctionnaires fédéraux qui étaient les mieux placés pour juger de ça. Fait que pour le moment, les communautés rendent compte au gouvernement central plutôt qu'à leur propre population. C'est une relation qui est extrêmement paternaliste et très éloignée de l'autodétermination. Il ne faudrait pas la reproduire telle qu'elle. La possibilité, par exemple, de pouvoir viser un minimum d'autonomie économique, je crois, devrait être envisageable pour les premiers peuples. Cela dit, ailleurs dans le texte, tu parles que c'est par le biais de cette relation-là qu'on peut être tenu responsable des manquements passés. Ça, je pense que c'est très noble de le conserver. Je pense que c'est important. C'est rare que les discours sur les droits incluent cette réflexion-là. Souvent, on pense que obtenir un droit, c'est une fin complète en soi. On ne prend pas en considération les impacts de la privation pendant des centaines d'années de ces droits-là. Puis il n'y a aucune réparation qui est envisagée souvent. Fait que je pense que c'est important d'avoir la maturité en tant que peuple, de reconnaître les torts historiques. C'est un passage essentiel pour la guérison, pour pouvoir progresser ensemble par la suite dans une nouvelle direction. J'aime aussi l'idée de signer un traité national, en plus de traiter avec chacune des nations. L'idée de reprendre la convention de la Baie James, par exemple, je l'aime peut-être un peu moins. C'est une convention qui a quand même des grosses lacunes. Les négociations qui avaient mené à sa signature se sont faites très rapidement parce que on voulait les construire, nos barrages. Fait que ça a limité la participation des communautés autochtones et ça a entraîné une perception que je trouve quand même légitime que l'accord a été imposé plutôt qu'a été le résultat d'une véritable collaboration. Puis après, les engagements n'ont pas nécessairement toujours été respectés. C'est quand même à la suite d'une poursuite qu'on a fait la paix des braves par la suite. Puis on se retrouve encore souvent embourbé dans des différences d'interprétation de ces documents-là. Fait que s'il y a eu des répercussions significatives pour les communautés, je pense qu'il y a quand même des promesses qui ne se sont pas matérialisées nécessairement. Là, les conditions de vie, c'est peut-être les meilleures au Canada, mais c'est quand même très éloigné des autres dans plusieurs des communautés qui sont conventionnées. Fait que j'entrevois que peut-être cette partie-là de la proposition elle susciterait peut-être moins d'enthousiasme. J'ai l'impression qu'on pourrait faire mieux au côté du processus, puis du résultat, puis du suivi des engagements qu'on prend à travers ce traité-là. Et ma proposition préférée de la section, c'est celle de la commission parlementaire permanente. Par exemple, tu n'as pas eu le temps d'y aller beaucoup. J'ai appris en te lisant que c'était une promesse de René Lévesque. C'est pas pour ça que c'est une bonne idée, mais je trouve que j'aime la romance de boucler la boucle et d'aller la remplir, cette promesse-là quand même. Un dialogue institutionnalisé et continu, c'est vraiment ce dont on a besoin. Les avantages sont nombreux. Ça garantit une attention constante au sujet. Ça permet évidemment d'étudier des enjeux complexes en profondeur dans un cadre dédié pour pouvoir mieux développer des recommandations qui sont vraiment adaptées aux besoins très spécifiques. C'est des travaux qui sont publics, donc soumis à l'examen des citoyens. Ça renforce la transparence, ça nous éloigne des négociations qui sont tout le temps confidentielles en ce moment. Parce qu'effectivement, comme tu dis dans le texte aussi, c'est notre mode opératoire pour l'instant, c'est de diviser pour mieux régner. Ça permet de conserver une mémoire institutionnelle et une expertise qu'on va développer dans le domaine, contrairement aux comités temporaires ou au dialogue qui se font derrière des portes closes. La commission parlementaire, ça pourrait aussi permettre éventuellement de surveiller la mise en œuvre de ses propres recommandations, mais aussi des recommandations qui ont été faites dans le passé par d'autres commissions, par exemple comme la commission.
Ça a aussi l'avantage que les travaux et les résultats sont souvent couverts médiatiquement. Fait que ça participe à l'éducation du grand public sur le sujet. C'est quand même une grosse lacune qu'on a à travers l'histoire. Ça aiderait à prévenir la perpétuation des stéréotypes et de l'ignorance dans laquelle on nous a longtemps maintenus. Fait que j'ai pas beaucoup de bémols quant à cette proposition-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais dans le modèle actuel des commissions parlementaires, il y a quand même des risques là, auxquels faudrait penser, ceux de politisation, que les partis politiques pensent à leur intérêt à court terme plutôt qu'aux objectifs à long terme. Puis le fait que les recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes, donc on risque de tomber à l'image un peu de ce que fait le Canada dans l'exercice symbolique sans qu'il y ait de retombées nécessairement tangibles, ce qui mène par la suite à un bris de confiance dans nos relations. Puis on va déjà hériter de beaucoup de méfiance pour l'instant méritée, fait que c'est un enjeu pas négligeable pour l'avenir de nos relations. Fait que je pense que la solution la plus importante à appliquer ici, ça serait de systématiquement inclure une forte représentation autochtone dans les travaux. Puis ensemble, on pourrait se doter d'un processus décisionnel qui reflète un partenariat équitable, de façon de travailler avec lesquels tout le monde est à l'aise, et on pourrait travailler en collaboration à aménuiser les autres enjeux que j'ai nommés. Puis là, je vais un peu plus loin. Je pense que tant qu'à proposer une nouvelle mouture de commission parlementaire, on pourrait aussi lui donner un rôle officiel de médiation. Je pense qu'on a des meilleures chances de s'approcher de l'autodétermination et tisser des relations saines qui nous permettent de progresser ensemble, si on aspire à collaborer pour trouver des solutions, plutôt que de se camper chacun dans nos positions et demander à la Cour de trancher à chaque fois. C'est pas mal ce qui se passe en ce moment. Là. Les gouvernements appliquent la jurisprudence et conservent le statu quo jusqu'à ce que la Cour soit appelée à s'en mêler. Il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont liés à avoir toujours à faire appel pour les communautés autochtones à la Cour pour faire valoir leurs droits. Les délais sont évidemment très très longs avant qu'il y ait des résultats. Des batailles juridiques, ça draine des ressources, ça coûte cher en argent, mais aussi ça prend vraiment beaucoup de temps qui n'est pas passé à exercer des activités qui pourraient être vraiment peut-être plus bénéfiques pour les communautés, là, la défense, la pêche. Comme la propagation de leur culture, par exemple, c'est un poids vraiment injuste sur les épaules des communautés pour des résultats en plus qui sont incertains, en plus d'être longs à obtenir. Les droits aussi, c'est un cadre, un langage des valeurs et des processus qui sont importants, mais qui sont les nôtres et qu'on impose un peu. Fait que même spécialisé, un tribunal ne sera pas demain matin une instance où il va y avoir une forte représentation autochtone. Fait que je pense que se passer de leur voix, ça nous empêche de prendre en considération d'autres façons qui à nous ne viennent pas en tête que les premiers peuples pourraient envisager pour exprimer et combler leurs besoins et leurs ambitions. Je pense que trop compter sur les tribunaux, ça nous limite dans le renouvellement de nos relations avec les Autochtones. Je pense qu'on gagnerait à au moins essayer de prévenir les litiges et apprendre à travailler ensemble pour développer des solutions pratiques à mettre en œuvre dans des délais acceptables. Mais quand même, là, bref, l'idée d'une commission parlementaire permanente, on peut juste pas passer à côté, à mon avis. Je pense que ça a le potentiel d'être un des gestes de réconciliation les plus puissants qu'on puisse faire, là, de vraiment établir un dialogue continu, institutionnalisé. Mon troisième bout préféré, je vais citer le texte parce que je pense que ça vaut la peine. Tu l'écris dans le contexte où il va falloir nous décider à adhérer ou non à la Déclaration des Nations Unies. Mais je pense que l'étendue du contenu de ce document-là est assez large pour que ça en fasse une question qui est vraiment transcendantale pour nous. Tu dis, l'État québécois sera-t-il à son tour un État colonisateur comme les autres en Amérique, ou un État qui rejette la colonisation intérieure des peuples autochtones qui a produit leur pauvreté et leur sous-développement? La réponse à cette question sera une dimension essentielle de l'identité du Québec. Ce sera aussi un choix éthique et moral incontournable. C'est bon. Cette question-là est vraiment très fondamentale. Question de qui on veut être comme peuple, de quelles valeurs on veut mettre de l'avant en se fondant un nouveau pays. Il faut constamment y revenir puis se référer à la réponse qu'on donne à cette question-là dans toutes les décisions qu'on va prendre. Elle nous force, je trouve, à se défaire d'idées préconçues par rapport à des choses qu'on considère comme allant de soi, comme des fatalités, parce que c'est tout ce qu'on connaît, qu'on a connu jusqu'à date. Elle nous force à sortir de la boîte
très limitantes qu'a construite le Canada autour de la question autochtone, pour pouvoir se fixer nous-mêmes nos propres objectifs puis développer des moyens à notre image de les atteindre. Je pense qu'il doit y avoir des cloches qui sonnent et qui nous font arrêter pour réfléchir à chaque fois qu'on s'apprête à simplement reproduire quelque chose qui existe déjà au Canada ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas pour nous de modèle de réussite dans les relations autochtones nulle part dans le monde. Ça va être un chemin que nous, on va défricher et que peut-être les autres pourront suivre par la suite. Il y a cependant beaucoup d'erreurs desquelles on peut apprendre. Je pense que celle qui est la plus dénoncée, c'est de ne pas impliquer les voix autochtones dans l'élaboration des projets et d'aller les voir seulement quand on est prêt à mettre les choses en œuvre et d'essayer d'obtenir une acceptabilité sociale de leur part. Donc, je pense que le prochain mouvement le prochain défi du mouvement indépendantiste, ça va être de trouver la façon d'avoir cette conversation-là entre nous, entre allochtones, surtout celle que tu proposes avec des solutions très très concrètes, là, parce que c'est avec l'implication directe des premiers peuples dans l'élaboration du plus grand projet qu'on a pour notre futur, qu'on reconnaît concrètement leur statut de nation à part entière. C'est comme ça qu'on applique dès maintenant les principes de la déclaration. C'est comme ça qu'on crée des liens de confiance, qu'on contribue à réduire les tensions existantes, qu'on pose les bases d'un partenariat durable qui va bénéficier à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on fait preuve de respect en montrant qu'on entend les revendications des premiers peuples, qu'on est prêt à partager un rôle décisionnel. C'est aussi la seule façon de s'assurer qu'il y aura dans les faits et pas juste symboliquement 12 nations fondatrices au Québec indépendant. Ça va prendre beaucoup de rigueur, ça ne sera pas facile, ça va prendre des ressources. Sauf que, même avec les meilleures intentions, assumer qu'on connaît les problèmes et leurs solutions mieux que les principaux concernés, ça nous condamne à reproduire des standards paternalistes. L'implication des premiers peuples, dès que possible, est l'élément clé sans lequel la réponse à la question posée plus haut, c'est que oui, on va être un État au moins un peu, probablement beaucoup colonisateur. Puis je pense qu'on peut s'entendre que, contrairement à notre habitude, ce qu'on veut comme réponse à cette question-là, c'est un non. Merci de votre explication. Bon, Marcel Ouellette, 15 minutes, comme les autres. 15 minutes. On va faire un petit bout avec les 15 minutes. Donc, peut-être juste vous dire que c'est pas tellement connu, mais de par mon travail, j'ai eu beaucoup à faire de discussions, négociations avec différentes communautés autochtones. Premièrement, quand j'étais chez Hydro-Québec, vous savez, l'ensemble, c'était pas nécessairement moi directement, mais l'ensemble des liens d'Hydro-Québec avec les communautés autochtones, que ce soit pour la production, pour le transport, pour la distribution d'électricité, c'est quand même très important. Mais particulièrement comme ministre des Ressources naturelles. Il faut que vous compreniez que la ministre des Ressources naturelles est responsable de tout le territoire. Or, la relation des différentes communautés autochtones avec le territoire, elle est essentielle, elle est fondamentale, qu'on parle de forêt, qu'on parle de mines. Et si vous vous rappelez, à l'époque, on avait dénoncé le plan Nord de M. Charest, qui était un plan où on dilapidait l'ensemble des ressources pour quelques grosses corporations étrangères, et tout ça aux frais de l'État, qui était insensé totalement. Mais donc, il a fallu reprendre ça avec le développement nordique, et c'est moi qui étais responsable de l'ensemble du développement nordique, et en particulier de la table des différentes communautés autochtones. 11 nations autochtones au Québec, extrêmement différentes les uns des autres quand même. Certains langages qui se rapprochent, les Inuits et les Cris sont capables de se comprendre un peu comme nous, le français et l'espagnol, mais qui habitent des territoires différents, qui ont des langues différentes, des cultures différentes aussi, même dans leur fonctionnement de gouvernance. 11 nations, et ça vaut la peine de les nommer. Et Serge Bouchard, je le réécoutais dernièrement, il disait « Moi, je suis tanné qu'on entende parler des Autochtones sans les nommer spécifiquement, parce que ce n'est pas les Autochtones. On a dans le Grand Nord, on a dans le Grand Nord les Inuits, les Cris, les Naskapi, qui sont une communauté, mais quand même, dans le Grand Nord, donc une réalité quand même très, très différente du sud du Québec. On le dit, là, couvert par certaines ententes. On a les Inuits, les Atikamekw, les Anishinabés, les Malicites, les Micmacs.
avec qui, historiquement, il y a eu de très, très grandes alliances, parce qu'il faut savoir que c'était des alliances économiques et militaires qu'il y a eu au tout début de la Nouvelle-France. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et ça, c'est un historien américain qui disait, puis il a excusé le langage, mais le langage évolue, mais ça date de la fin des années 1800. La civilisation espagnole a écrasé l'Indien, la civilisation anglaise l'a méprisé et négligé, la civilisation française l'a épousé et chéri. Donc, il y a eu vraiment une distinction dans la façon que les différents Européens sont arrivés en Amérique du Nord. Et on a les Hurons-Wendat, les Abénaquis et les Mohawks, qui sont, on ne le dit pas, hein, il y a des choses, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence, mais qui sont des réfugiés politiques. Qui? Ben oui. Ce sont dans les premiers réfugiés politiques. Ben oui. Vous parlez Hein? de qui? Les Hurons-Wendat. Les Hurons-Wendat, ils habitaient la baie Georgienne. Ils faisaient du commerce dans la vallée du Saint-Laurent, mais ils habitaient la baie Georgienne. C'était les grands marchands de l'époque, les grands commerçants, parce qu'on sous-estime la civilisation autochtone, comme s'ils ne connaissaient rien. Non, non. Ils faisaient du commerce à la grandeur des Amériques. C'était extraordinaire. Donc, les Hurons-Wendat étaient à la baie Georgienne et ils avaient leur guerre, avant même l'arrivée des Européens, ils avaient leur guerre de territoire. Donc, ils étaient en guerre, en conflit avec les 5 nations iroquoiennes, même s'ils étaient des Iroquoiens eux aussi. Et donc, ils ont fait face à un génocide à l'époque de la part de ceux qu'on appelait les Amis, qui sont maintenant les Mohawks. Et ils sont venus se réfugier. Il y en a plusieurs qui sont morts. Ils sont venus se réfugier à Québec. Et les Mohawks, la même chose. Les Mohawks qui ont été accueillis, ceux qui sont ici au Québec actuellement, proviennent de l'État de New York. Et ce sont ceux qui sont venus se protéger parce qu'ils avaient adopté la religion catholique. Et les Abénaquis ont été poussés du Maine par les États-Unis. Donc, les territoires ancestraux ont bougé. C'est difficile. Il y avait de la vie, là. Il y a eu de la vie longtemps ici, là, et les territoires ont bougé. Donc, c'est important de savoir ça. Puis on en parle à peu près jamais. Et là, André a vraiment bien mis la table sur toute la question de la répartition des pouvoirs, le droit canadien versus le droit international. Et effectivement, une fois qu'on décide de devenir indépendant, la Constitution canadienne, les lois canadiennes, on décidera ce qu'on veut faire sur notre territoire. Et donc, dans le cas des différentes nations autochtones, il faut voir d'où on part. Et là, on part de la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens est une loi raciste. Est une loi qui a été travaillée et mise en place par John A. Macdonald, un orangiste notoire. Les orangistes sont des racistes. C'est les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, et je rajoute only. Ils ont exercé un racisme graduel et divisif. Une des techniques des Britanniques pour leur empire à grandeur de la planète, vous demanderez du côté de l'Inde, vous demanderez, c'est diviser pour régner. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici pour diviser pour régner? Parce qu'il faut se rappeler que ce qu'on appelle, nous, dans notre histoire canadienne, vous savez, l'histoire est toujours écrite par les gagnants, hein? Ce qu'on appelle ici, dans l'histoire canadienne, la guerre de la conquête, les Américains, ils n'appellent pas ça comme ça, hein? Ils appellent ça The French and Indian War. Tellement l'alliance, elle était forte. Et donc, pour que les Britanniques puissent se maintenir après la conquête, il fallait qu'ils brisent cette alliance-là. Et donc, ils ont exercé, et on l'a constaté aussi plus tard avec les Patriotes,
un racisme divisif. Donc, les Irlandais qui étaient catholiques, là, j'imagine, hein, étaient des inférieurs aux Britanniques. Les francophones étaient des moins que rien. Donc, ils disaient aux Irlandais catholiques, si vous vous tenez avec les francophones, au lieu de vous traiter en inférieur, on va vous traiter en moins que rien. Là, ça a commencé une scission du monde qui travaillait ensemble, parce que dans les patriotes, là, les Irlandais britanniques étaient là, les Irlandais catholiques étaient là. Et là, ils ont dit aux francophones, vous êtes des moins que rien. Mais les Autochtones, eux autres sont même pas humains. Fait que si vous vous tenez avec des Autochtones, on va vous traiter comme des pas humains. Fait que toutes les alliances puis les gens. Mais il faut savoir qu'au Québec, on est métissés. Il y a plein de secrets de famille. Moi, je pense que j'en ai découvert un, mais malheureusement, ma grand-mère est décédée. Mais quand je repense à mon oncle et comment il était, je demandais, j'avais 4-5 ans, je demandais pourquoi il est différent. Il dit, faciès, là, les cheveux très raides, le faciès, là, plutôt brun, tu sais, tanné, puis les sourcils très foncés. On m'avait dit quand j'étais petite, c'est parce qu'il est diabétique. Quand on se fait dire quelque chose quand on est jeune, on croit à ça toute notre vie. Hein? Fait que j'ai cru à ça toute ma vie, jusqu'à il y a 5-6 ans. Où là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ben écoute, toi, tu viens du bas du fleuve, les Micmacs, tout ça, tu dois être métis. Je sais pas, moi, tu sais. Là, je repense à ça. Ah oui, je dois être métis, Micmac, Malécite, quelque chose, parce que c'est très, très clair que c'est ça. Donc, on est tous métissés. Et donc, on part de la loi sur les Indiens, qui est une loi qui est très raciste et qui conduit à la ségrégation avec les réserves. Il faut réussir à se définir une façon de fonctionner qui est complètement différente. On ne peut plus continuer avec la loi sur les Indiens. Ce n'est pas possible de reconduire cette loi-là. Et donc, il faut se donner des principes. Et je pense que le premier principe à se donner, moi je pense dans la liste des principes, c'est d'avoir une approche qui est non raciste. Parce que dès qu'on rentre dans une approche qui est raciste, on se crée des problèmes pour le futur, il n'y a rien à faire. Une approche qui est non raciste. Une mise en valeur, la diversité, elle est très importante. La diversité des cultures, la diversité des langues. On s'est battus, nous, pour la diversité en Amérique du Nord, le français, notre diversité culturelle. Fait que c'est certain qu'il faut être d'accord avec les diversités. Donc, la mise en valeur des diversités des langues, des cultures, des différents peuples autochtones, la revalorisation des pratiques ancestrales, de conservation de la nature en particulier. Comprenez, moi, la crise climatique, là, pour moi, là, c'est une urgence humanitaire. Là. Et les différentes nations autochtones, ils en ont des solutions. Ils savent c'est quoi la nature. Ils savent c'est quoi les indicateurs qu'il faut suivre pour s'assurer de ne pas dépasser les limites de la nature. Il faut les écouter. Il y a une culture extrêmement riche. La mise en valeur des connaissances traditionnelles et donc réussir à essayer de développer une synergie entre la sagesse traditionnelle et la technologie moderne pour le bénéfice des humains et de la conservation de la Terre. Fait que ça devrait être notre objectif. Et donc, dans les solutions, en fait, avant d'arriver à une solution, il y a un angle mort. 5 minutes. Ouf. Il y a un angle mort. Une question extrêmement sensible. Et là, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. Ce ne sera pas le premier. Ce ne sera pas le premier. Comment on définit un autochtone? Parce qu'actuellement, dans la loi sur les Indiens, Le sang. c'est le sang. Et il arrive toujours un moment donné où là, quand il y a des mariages métissés, tu n'as plus assez de sang. Fait que là, c'est des revendications de toujours descendre d'une génération. Si c'est une femme, Oui, mais ils ont changé, je pense qu'ils l'ont changé, la loi, là. Parce que ça a été pendant un bout de temps, après ça, ils l'ont changé. Parce que jusqu'à récemment. c'est ça, jusqu'à récemment. Parce que toutes ces règles-là, ça n'a pas de bon sens, c'est raciste. Fait que, est-ce qu'on va continuer avec une définition raciste comme celle-là? Mais il semble que ça n'a pas de bon sens. Fait que, moi, je me suis mis à réfléchir comment on peut sortir du cadre. Et je pense qu'il faut passer d'une définition raciste, génétique, à une définition
civique. Et je pense que c'est possible de le faire. Et là, je rejoins André sur la décentralisation régionale. Et je pense qu'il est là le succès futur. André le dit, dans les différentes nations, et même à l'intérieur d'une même nation, les différentes communautés autochtones, parce qu'ils ont, même d'une même nation, pour chaque communauté, il y a un conseil de bande, là. Il y a des différences extrêmement importantes de richesse. Les Cris et les Inuits, ça n'a rien à voir avec les Atikamekw ou plusieurs communautés Anishinaabe. Il y a certaines communautés Anishinaabe qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est inconcevable. Donc, on a des différences comme ça, et ces différences-là sont liées à quoi? Sont liées au fait de la participation économique des habitants du territoire. Et les habitants du territoire autochtones qui ont été floués par les grosses compagnies ne sont pas les seuls. Moi, actuellement, je travaille, on a fondé un nouveau mouvement, le mouvement Onésime-Tremblay au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et si je vous disais que les agriculteurs qui avaient des terres extraordinaires qu'on appelait le grenier du Québec ont fait inonder leurs terres par Alcan, bien ça aussi, c'est de la dépossession du territoire. Fait que les habitants du territoire qui n'ont pas les moyens de combattre les grosses corporations subissent le même sort. Fait que c'est ça qu'il faut essayer d'empêcher, autochtones ou pas autochtones. C'est les habitants du territoire. Mais du côté des autochtones, il faut préserver les langues, les cultures, et pas juste les préserver, les développer. Donc l'idée, à partir de là, décentralisation régionale. Quand le Québec sera indépendant, et là ça va me prendre 2-3 minutes, quand le Québec sera indépendant, quand on aura notre République du Québec, au début, ce sera un des États les plus centralisés de la planète. Parce que là, on va avoir tous les pouvoirs provinciaux et on va aller chercher tous les pouvoirs fédéraux. Hey, ça en fait du pouvoir. Fait que c'est clair qu'il va falloir décentraliser. Et ça, je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore discuté de ça de façon très concrète dans le mouvement indépendantiste. Il faudra donc décentraliser les pouvoirs. On va décentraliser ça à quel niveau? Moi, je pense qu'il faudra... appelons ça des régions, mais pensons pas que c'est les régions actuelles. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont rester de l'actualité. Mais il faudra, si on veut préserver les langues autochtones, développer les langues et les cultures autochtones, je crois, et se donner une définition civique, ça sera avec le territoire. Donc, on devra avoir le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais avoir aussi un territoire Innu. Dans ce cas-là, il sera peut-être morcelé, parce que des Inuits un peu à différentes places. Un territoire Cri, un territoire Atikamekw, un territoire des Mauriciens, un territoire Abénaki, Malécite. Et dans ces territoires-là, ben, il y aura la langue Innu, la langue Cri, la langue Inuktitut, qui sera enseignée avec le français. Il y aura l'enseignement plus spécifique de l'histoire de ce territoire-là, comme on pourra l'avoir pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean connaissent mieux leur histoire, que les Inuits connaissent mieux leur histoire, etc. Et là, à ce moment-là, on ne crée pas deux catégories de citoyens. On est tous des citoyens et on se donne tous les moyens de se développer, que ce soit avec les richesses naturelles pour la Mauricie, à quel point les habitants de la Mauricie se sont fait avoir par les grandes forestières, à quel point les habitants de la Côte-Nord se sont fait avoir aussi par les forestières. Donc, ça serait une façon de pouvoir respecter et d'adhérer pleinement à la déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones, tout en n'ayant pas une définition qui est raciste, qui risque juste de nous créer des problèmes dans le futur. Voilà. Merci. Bravo.